chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs. Merci de nous suivre et de nous faire confiance. Je suis Sébastien Hernandez, président et associé principal de l'établissement des Autotransac situé à Talange. Nous sommes membres du réseau Plus que Pro, ayant obtenu la distinction Excellence, et nous faisons donc partie du réseau des meilleures entreprises de France en satisfaction client, fondé sur le réel retour d'expérience. Pas de faux avis Google, pas de faux avis sur les réseaux sociaux, que de l'authentique. C'est la blockchain, c'est le NEC plus ultra, unique process en Europe, et nous sommes l'entreprise la mieux notée du réseau. Nous sommes donc la meilleure entreprise de France en satisfaction client, n'en déplaise à nos détracteurs. Et comme si cela ne suffisait pas, au quotidien on fait ce que l'on appelle des actions pour la défense du consommateur à l'appui de nos compétences juridiques et de notre culture juridique approfondie. Nous réalisons également au quotidien des actions sociales pour aider les gens en difficulté, les plus démunis, personnel soignant, le corps médical, aussi pour lutter contre la gente féminine, en tout cas le principe de la misogynie silencieuse. On a tant fait même pour les commerçants. Voilà qui nous sommes, voilà la vérité, voilà quelle est notre transparence au quotidien. Personne n'a jamais fait ce que nous avons mis en place depuis tant d'années. Et personne ne le fera, parce que ça demande une implication sans précédent. Mais la transparence, c'est ce qui nous définit le plus. Parce que nous, devant nos clients, devant les consommateurs, devant le peuple de France, devant vous, on ne triche jamais, on ne ment pas de calomnie. On est toujours homme de vérité. Et c'est notre plaisir au quotidien. Aujourd'hui, donc dans le cadre de la défense des consommateurs, nous allons vous présenter un sujet qui nous tient à cœur, puisque c'est le dossier juridique des frais de gardiennage. Tout le monde en parle, mais finalement personne ne sait comment que ça fonctionne. Alors, soyons plus précis, nous allons évoquer non pas le cas traditionnel que tout le monde connaît, grossièrement, il n'y a pas besoin d'être juriste ou sortir d'Harvard pour comprendre que à partir du moment où on a ce que l'on appelle un contrat d'entreprise assujetti, conjugué à un contrat donc de dépôt, à partir de là, il est normal qu'il peut exister une situation de préjudice pour le garagiste, pour le réparateur après-vente. C'est vrai que je défends toujours les faits, puisque comme on est garagiste, on a tendance à se positionner plutôt pour les garagistes que d'une manière générale, mais peu importe, ça revient au même. Et que s'il existe un préjudice, eh bien il est normal de faire appliquer des frais de gardiennage. Là-dessus, personne ne remet ce principe fondamental, d'ailleurs tiré de la jurisprudence, c'est-à-dire la décision des tribunaux, des précédents, il en existe des centaines et des centaines. Donc ça, on ne peut pas remettre en cause. Par contre, la question qui est plus délicate à traiter, c'est lorsque finalement on a affaire à une situation qui est bloquée. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, comme je l'ai dit en début de vidéo, un cas particulier. Voilà, et c'est exactement le cas que nous allons traiter aujourd'hui, puisqu'il s'agit de surcroît d'un ancien collègue de travail qui est même client encore aujourd'hui. Vous voyez, il s'appelle Sébastien, et malheureusement pour lui, il y a quelques années, il y a environ 5 ans, soyons précis, il a donc acquis un véhicule, un Renault Espace, auprès d'un négociant. Je le dis souvent, il ne faut jamais acheter auprès d'un négociant. On sait ce que ça vaut. Et le fait est, c'est que malheureusement pour lui, il y a eu un vice caché qui a été constitué dès le départ. Donc du coup, le véhicule n'a pas pu être utilisé donc, par son détenteur, donc Sébastien. Et là, on est entré dans une procédure extrajudiciaire pour commencer.
avec les assurances, la procédure d'expertise et tout ce qui va avec, etc., etc. On a donc eu un laps de temps qui a perduré, malheureusement, et c'est tout le problème avec les assurances. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça termine. C'est là que l'analyse du dossier est devenue problématique. C'est que finalement, on a deux parties qui est de bonne foi, donc le réparateur, et puis le client, donc Sébastien. Parce qu'au milieu, il y a une troisième partie qui est entrée dans le débat, l'assureur. Quand je dis qu'il ne faut jamais accepter de payer une assurance juridique parce que c'est toujours de l'argent perdu et qui n'entre pas dans votre porte-monnaie, sur votre compte bancaire. Eh bien, une nouvelle fois, le cas d'Océan, qui est un cas particulier, un cas pratique, en est la parfaite démonstration, puisque Sébastien a payé un véhicule Renault Espace environ 3-4 000 €, qu'aujourd'hui il ne l'a quasiment pas utilisé, pour ne pas dire pas du tout, et que cela fait 5 ans qu'il attend de retrouver son véhicule en parfait état de marche. Sauf que durant 5 ans, ça a été procédure d'expertise sur procédure d'expertise. Il a aussi existé un laxisme sans précédent et inouï de la part de l'assureur, de la part des juristes de cette assurance, qui n'ont jamais communiqué au fur et à mesure, systématiquement, pour informer mon client, c'est-à-dire, encore une fois, Sébastien, qui n'a fait qu'attendre. Et au bout du temps, vous pouvez comprendre aussi que mon client, tout simplement, en avait un petit peu marre, et qui a tout simplement abandonné, et qui a laissé faire finalement l'assureur, qui tout simplement n'a rien fait, il faut bien le dire. Donc le problème qui se pose, quand on a ce résumé des faits, eh bien on peut se dire simplement, et sans prendre les devants, que mon client Sébastien n'est pas de mauvaise foi, mais aussi que le garagiste qui a reçu le véhicule, parce que c'est de cela qu'il s'agit, un contrat de dépôt, puisque là on réclame à mon client Sébastien des frais de gardiennage. On lui réclame pas moins de 27 000 € de frais de gardiennage, alors que le véhicule, déjà à l'époque, valait que 3 000. Je vous laisse imaginer la cote vénale de celui-ci aujourd'hui. Soyons clairs, parce que Sébastien m'a contacté qu'il y a quelques semaines, et que c'est grâce à nous qu'il a pu s'en sortir. Et on va vous l'expliquer dans un instant. Parce que sinon, si on s'en remet au garagiste, qui n'est pas bien fort intelligent, faut bien le dire, et qui se préoccupe plus de son chiffre d'affaires que les réels besoins de son client, ou le réel intérêt de son client, ou même encore d'essayer de trouver un accord amiable, parce qu'au bout du compte, franchement, de quoi parle-t-on? On parle vraiment de préjudice quand il s'agit qu'un véhicule est encastré auprès de ce réparateur pendant 5 ans. Peut-on réellement et légitimement parler de préjudice? C'est la question que je pose à l'ensemble des consommateurs, à vous. Peut-on réellement parler de préjudice lorsqu'on fait tout pour ne pas faire avancer le débat côté garagiste, ne serait-ce qu'avec l'assurance, en se disant que, de toute manière, on se frotte les mains, puisque le jour où le client va venir réclamer son véhicule, il aura forcément une note salée. Donc du coup, côté garagiste, plus les délais courts et plus la somme va être gratifiante pour le garagiste, si je puis dire. Franchement, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, avec la crise des subprimes, avec la double crise financière, et avec, en 2020, la crise sanitaire d'une ampleur considérable, est-ce qu'il n'est pas temps de mieux réfléchir, de réfléchir intelligemment, et de
remettre le consommateur devant le débat qui est le nôtre, c'est le débat économique. C'est le débat selon lequel le consommateur n'a plus confiance au réparateur automobile après-vente. Est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas plus intelligent de se dire « Bon ok, on va essayer de se le mettre dans la poche et d'en faire un nouveau client ». D'autant qu'il s'agit d'un Renault Espace et qu'il s'agit aussi d'un agent Renault. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver un arrangement à l'amiable au lieu de réclamer bêtement et de manière inopinée et surtout inappropriée 27 000 €, vous avez bien entendu, 27 000 € à mon client. C'est pas prendre les gens pour des imbéciles. Et là ainsi, on creuse encore plus le fossé entre les consommateurs qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus confiance et qui sont animés d'un sentiment d'injustice. Voilà la vérité. Mais comment peut-on regarder son client, même s'il ne l'est pas réellement, droit dans les yeux et lui dire « Monsieur, vous me devez 27 000 €. Franchement, il faut oser quand même. Parce que des dossiers d'arnaque, on en a traité encore récemment, et on en traite régulièrement, mais on n'avait encore jamais vu un cas pareil de surfacturation qui s'élève comme ici à 27 000 €. On explose tous les records, des records. On est au paroxysme de l'inimaginable. Mais comment peut-on faire cela? Comment peut-on oser réclamer 27 000 € sur la base d'un véhicule qui n'en vaut pas 1000? Franchement, à l'heure actuelle. Mais heureusement, on s'est penché sur le cas de Sébastien et on s'est battu. On a sorti toutes les encyclopédies pour trouver une jurisprudence, un précédent. Parce que mon idée, c'était de me dire, à l'appui de mes compétences juridiques, je dis, finalement, dans ce dossier-là, on a un contrat de dépôt, effectivement. Même s'il est verbal, c'est un contrat de dépôt. Mais on n'a pas de contrat d'entreprise. Et je me dis, mais avec mon analyse juridique, si on n'a pas de contrat d'entreprise, s'il n'y a pas eu de demande de rédaction d'un ordre de réparation, d'un devis, c'est que finalement, l'histoire est au point mort, qu'au niveau des assurances et des expertises, ça n'avance toujours pas, et que du coup, on ne peut pas forcer la réparation du véhicule, puisque le réparateur, le garagiste, l'agent Renault lui-même, est dans l'attente des expertises, etc., du retour de l'assureur. Donc voilà, on est dans une situation bloquée, mais à partir de là, pour autant, le garagiste, lui, ne peut pas faire grief au client final, c'est-à-dire mon client, Sébastien. Tout et n'importe quoi. Le seul reproche qui peut être fait, c'est à l'endroit de l'assureur. Donc si il y a un fautif dans ce dossier qui sort de l'ordinaire, il faut bien le dire, c'est un grief qui peut être uniquement fait à l'endroit de l'assurance de mon client, tout simplement. Donc, quand on analyse la jurisprudence que nous avons trouvée au travers de nos recherches qui ont duré longtemps, je dois vous le dire, on s'est vraiment battu parce que pour nous c'était important, parce que dans chaque dossier de toute façon on se bat à 100% jusqu'au bout, on lâche rien, surtout lorsque l'on sait potentiellement qu'on peut sauver la mise du client. Et j'en étais intimement persuadé. Je sentais que j'allais trouver un précédent, une décision de justice qui avait déjà été dans ce sens. Parce que c'était la logique de notre système juridique français. En droit privé, tous les éléments, tous les fondamentaux de droit commun étaient réunis pour qu'au moins une décision de justice aille en ce sens
L'objectif final étant de trouver un accord amiable par le fait d'un avocat, bien évidemment, dans le cadre d'une transaction judiciaire avec donc le garagiste. L'objectif, il est là, trouver un accord. Cette jurisprudence, ce précédent, nous l'avons trouvé dans une affaire de 1994, une autre de 1988 et une autre de 2007. Et une dernière même, ouais, de 2015, ok, voilà. Il y a eu des revirements entre-temps, je ne vous le cache pas. Mais la décision de 2015 nous a permis d'avoir une vision globale de ce que pensent les juges. Et puis, comme c'est un précédent, ça a été jusqu'au 3e degré, donc la Cour de cassation. Et maintenant, nous savons que c'est une décision qui va tenir dans le temps par les éléments de celle-ci. Puisque nous avons ressorti l'affaire au complet. Donc la décision de justice est extrêmement longue et extrêmement complexe à comprendre. C'est pour ça que nous avons mis 3 à 4 jours avant de donner nos conclusions à mon client, Sébastien. On lui a donc transmis cette jurisprudence avec nos conclusions pour les transmettre à son tour à l'avocat qui lui a plu de choisir. On lui a transmis les coordonnées d'une autre, il en a choisi un autre, peu importe. Et du coup, il a pu obtenir un accord amiable avec le garagiste pour mettre fin au débat et à toute discussion stérile. Finalement, il n'a eu à payer qu'une seule somme, 0 €. C'est ma fierté. Une fois de plus, une fois encore. En contrepartie, comme d'ailleurs le prévoit la loi, eh bien, le garagiste garde le véhicule. Côté garagiste, franchement, c'est une bonne chose pour lui, parce que oser, comme on l'a dit tout à l'heure, réclamer la modique somme de 27 000 € à un client, qui n'y est pour rien à cette situation finalement. Parce que c'est lui la victime. C'est lui qui achète un véhicule avec un vice caché. Un véhicule qui est inutilisable. Soyons clairs, c'est pas un véhicule qui a un vice caché mais que l'on peut utiliser, qu'on peut rouler avec. C'est un véhicule qui présentait un vice suffisamment grave de telle sorte que le véhicule était impossible à utiliser sur la voie publique sans causer un risque pour la sécurité des occupants de ce véhicule, mais aussi pour les tiers sur la voie publique. Voilà la vérité. Donc là, on a un client qui a un véhicule de 3 000 € mal acquis, qui ne peut pas utiliser. Il saisit son assureur. Il existe une expertise, mais qui perdure dans le temps, 5 ans. D'où la situation actuelle. Donc, on a aussi le garagiste, effectivement, qui commet un préjudice, une situation bloquée, et mon client, lui aussi, qui commet un préjudice. Le seul fautif là-dedans, c'est l'assureur qui n'avance pas, qui fait n'importe quoi. Tout cela pour venir dire, donc, il y a quelques semaines, d'où le contact de Sébastien, mon client, pour nous demander de le sortir de cette situation délicate pour lui. Et que lorsqu'il m'appelle, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que son assureur vient de lui expliquer que finalement le négociant a été constitué comme étant insolvable, chose qu'on aurait pu prévoir franchement côté assurance juridique, et qu'il n'y a plus rien à faire. Ce discours-là, il est tenu, il faut le rappeler, par l'assurance juridique, donc par l'assureur de mon client. Seulement 5 ans après, pas au bout de quelques mois, pas au bout de quelques semaines, non, 5 ans après. Le problème, c'est que pendant toute cette durée, les frais de gardiennage courent. C'est ça la vérité.
Donc finalement, mon client doit subir un préjudice invraisemblable du seul fait de l'incompétence de son assureur. C'est ça l'autre vérité. Et comme si cela ne suffisait pas, le garagiste, lui, persiste et signe pour venir lui réclamer des sommes totalement folles qu'on n'aurait pas pu imaginer. Heureusement, dans le cadre de cette jurisprudence, le garagiste va pouvoir obtenir le titre de propriété du véhicule. Évidemment, ça ne se fait pas comme cela. Il y a toute une procédure de vente aux enchères, administration fiscale, etc. Il faut saisir dans un premier temps le tribunal de grande instance qui, au vu des éléments développés par les parties, donc mon client plus le garagiste, dans un premier temps seulement le garagiste, mais mon client sera informé de cette procédure et pourra potentiellement contester les faits, en tout cas les conclusions versées par le garagiste et son conseil. À l'appui de ces éléments, le juge va prendre sa décision qui normalement devrait être confirmée pour le garagiste dans sa demande de propriété du véhicule, puisqu'il y a eu une transaction judiciaire sur ces mêmes bases. Après cela, évidemment, il y a 3 éléments. Il y aura donc la vente aux enchères. La première chose à rembourser, c'est les frais de la procédure de vente aux enchères. La deuxième chose, c'est bien évidemment le remboursement des frais de gardiennage au garagiste. Et pour le reste, le reliquat, évidemment, il sera reversé donc à mon client Sébastien, puisque c'est le propriétaire de fait et le propriétaire initial du véhicule en question. Voilà, c'est difficile à comprendre quand on n'est pas du métier du droit. Mais ce qu'il faut comprendre au travers de cette jurisprudence, c'est qu'à la fin, le garagiste sera condamné et débouté de l'ensemble de ses demandes et mon client aura obtenu gain de cause. Parce que même si, dans les faits, celui qui connaît un préjudice du fait du contrat de dépôt du véhicule, donc dans ses locaux, c'est bien le garagiste, on est d'accord, le réparateur après-vente. Pour autant, franchement, de quoi parle-t-on? La jurisprudence admet aussi que, à partir du moment où la législation n'est pas respectée, et c'est le cas ici, puisque pour pouvoir faire payer des frais onéreux au titre des frais de gardiennage, il faut pouvoir conjuguer non seulement le contrat de dépôt, mais aussi et surtout avec le contrat d'entreprise. Voilà la vérité. Si les deux ne sont pas réunis, on pourra toujours être dans une forme d'abus côté garagiste, parce qu'on pourra toujours dire au moindre véhicule déposé, ça y est, on le facture tout de suite des frais de dépôt. Sauf que je rappelle quand même que la loi prévoit les frais de gardiennage après un délai de carence d'1 jour et après la signification de la fin des travaux par le garagiste. C'est ça le principe des frais de gardiennage. On ne peut pas facturer des frais de gardiennage à partir du moment où le client vient réaliser un entretien ou des réparations sur son véhicule chez le garagiste. Ça n'a pas de sens, puisque les frais de gardiennage, c'est un accessoire. Du coup, il faut la signification de fin des travaux faite par le garagiste à l'endroit de son client. Et qu'après un délai de carence d'1 jour, effectivement, le client, s'il ne vient pas réparer son véhicule, s'expose à des frais de gardiennage, ce qui est tout à fait normal. C'est ce qu'on a dit en début de vidéo, lorsqu'on est dans le cadre d'une situation que je qualifierais de normale. Voilà, entre le garagiste, le réparateur après-vente et donc son client sur la question des frais de gardiennage. Voilà, tout simplement. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur la question des frais de gardiennage.
Comme l'autre jour, on a eu un autre cas, franchement, ridicule, lorsqu'un client est venu sur place nous raconter, et dans cette histoire, le garagiste réclamait des frais de gardiennage alors même qu'il allait partir en vacances pendant 1 mois. Tout ça parce qu'il avait accepté de prendre le véhicule du client sur dépannage, puisque le véhicule du client était donc en panne. Le garagiste explique au client, de toute manière on ne pourra rien faire parce qu'on part en vacances, tout ça. Et puis il dit, puis si vous laissez le véhicule ici, il faudra payer des frais de gardiennage pendant toute la durée. Où le garagiste lui-même n'est pas sur place. Donc il ne connaît pas de préjudice. Il part en vacances. Mais pour autant, il réclame des frais de gardiennage. Donc la menace, c'est la suivante, c'est que il faut que le client vienne récupérer son véhicule le plus rapidement possible par un autre réparateur ou par un dépanneur. Parce que sinon, il va devoir payer. Franchement. Et on s'étonne avec tout ça, que le consommateur n'a plus foi dans le réparateur, n'a plus confiance, n'y croit plus. Franchement, c'est une honte. Oser tenir ce discours à son client, c'est vraiment, mais vraiment, prendre les consommateurs pour des imbéciles. Ce ne sont pas des professionnels de l'automobile, ce sont des charlatans. Ils n'ont qu'une idée en tête, en dépit de toutes les règles élémentaires, de droit et de la législation en vigueur, voler le consommateur. C'est que cela. C'est une infamie, une ignominie, c'est un scandale. Quand j'entends ce type de discours de la bouche de l'un de nos clients, j'en suis effaré. Ça sort de la 4e dimension. Voilà la vérité. On a essayé de faire le point globalement sur cette affaire qui concernait donc l'un de nos anciens collègues de travail, une affaire donc de frais de gardiennage totalement abusif. J'espère avoir répondu plus ou moins à toutes les questions. Si jamais on n'a pas été assez précis, il n'y a aucun problème. On peut vous aider. Vous nous contactez par téléphone. Vous pouvez également nous rendre visite et on se fera un plaisir gratuitement de vous aider sur le plan juridique sur votre situation. Même d'ailleurs, j'ai envie de dire, si vous avez des idées de cas pratiques, si vous avez subi une arnaque, faites-nous en part, apportez-nous vos documents et on pourra en faire un document vidéo pour tenter une fois encore d'aider nos consommateurs, nos futurs consommateurs, le peuple de France. Voilà, c'était donc Des Autotransact Talent. Merci et à bientôt pour la défense des consommateurs.